Si je vous dis Marseille, vous pensez forcément au football, à la bouillabaisse ou bien encore au calanque. Mais Marseille, c'est surtout une ville ouverte sur le monde. D'où que l'on vienne, on se sent très vite chez soi. Accueillante, fascinante, un peu bruyante, cosmopolite, Marseille, c'est la destination incontournable. Véritable mosaïque culturelle, Marseille est la ville aux 111 villages qui deviendront avec le temps des quartiers, chacun avec une identité qui lui est propre. Surnommé le ventre de Marseille, je vous emmène dans le quartier de Noailles, nous régaler les papilles. Ici, le dépaysement est garanti. Dans le quartier du Roucas Blanc, la belle, c'est elle. Notre-Dame de la Garde nous ouvre ses portes pour y découvrir le travail d'orfèvre de la famille Patrizio, mosaïste depuis 3 générations. Le premier parc national périurbain d'Europe est à Marseille. Direction le 9e arrondissement à Luminy, véritable porte d'entrée des Calanques pour une balade pédagogique avec Florian Lonnette. Quitte à destination. Et le cœur de Marseille, c'est ici, sur le Vieux-Port, où j'ai rendez-vous avec Denis Borg, charpentier de marine et spécialiste de l'un des symboles de la vie marseillaise, la barquette. Vous connaissez? Alors c'est aujourd'hui que tu m'emmènes découvrir le Vieux-Port. Avec un temps chaleureux, Ah oui, oui, c'est moi qu'on puisse dire. avec une façon rigolote, particulière, intelligente, originale de visiter un quartier. Ouais. Oui, parce que là, on est 2e arrondissement et tu m'emmènes. Au 7e, C'est pas mal ça. par la mer, Ouais, par la mer. à bord de Lily, Ouais. 1948. Ce joli bateau qui est le symbole, on dit, de la vie maritime marseillaise. On va appeler ça une barquette. D'accord. On va rester, Humble. voilà, marseillais. Marseillais. Le Vieux-Port est, comme son nom l'indique, le plus ancien quartier de Marseille. Marseille et son port, c'est 26 siècles d'histoire commune. D'après la légende, c'est ici que la ville est née. À l'époque, c'était une calanque, celle du Lacido. Mais revenons pour l'instant à notre barquette Lily, un bateau classé d'intérêt patrimonial. Quand tu te promènes en barquette marseillaise, il y a comme un échange agréable avec les gens. Parce que ça rappelle à la plupart des gens qui ont vécu au Vieux-Port, qui ont connu une histoire, qui ont vécu ces bateaux, Ouais. qui ont vécu tous ces changements aussi. Il y a une accroche affective qui est forte par rapport à la vie de ces petits bateaux. C'est aussi la famille dans l'histoire de la barquette à proprement dit, c'est-à-dire que les immigrés italiens qui venaient du grand sud de l'Italie sont venus en famille construire ces bateaux. Ces bateaux sont pointus des deux côtés, hein. Donc c'est pour ça qu'on retrouve aussi un petit peu d'étymologie ailleurs de ce terme bateau pointu. C'est un peu réducteur. Alors si on fait un petit bond dans le passé d'un petit siècle, on avait d'autres bateaux qui étaient pointus dans la rade de Marseille jusqu'à Sète et Bandol. C'était les gourses, les bourgs de poire, les bateaux autourants, les félouques. Et on retrouve tout ça sur tout le pourtour méditerranéen jusqu'en Égypte. Ça fait à peu près 2 siècles que ces bateaux existent. Alors on quitte le quartier du Vieux-Port, le 2e arrondissement. Par la mer, on va rejoindre le 7e arrondissement. Un autre lieu de vie avec une autre dynamique, avec une autre histoire. Ouais. Le quartier des Catalans, là où les Catalans ont débarqué. Ah, Oui. très bien. Voilà, d'où la plage des Catalans. D'accord. Alors comme ça, voilà, tous ces quartiers de Marseille sont imprégnés de leur fonction d'utilité, de la valeur de ces immigrés. Et on retrouve toujours cette identité qui est très forte, avec le caractère de se dire de quel quartier tu es. Dis-moi de quel quartier tu es, je te dirai qui tu es. C'est ça. Les bateaux dans la famille Borg, c'est une passion qui perdure depuis 3 générations. Dépositaires d'un savoir-faire ancestral, nos charpentiers de marine sont installés dans l'anse du Pharo depuis plus de 50 ans. Mais quelle ambiance! Bien plus qu'un travail de restauration, chez les Borg, Voilà. on bichonne et on dorlote ces vieilles demoiselles pour leur redonner une nouvelle jeunesse. Sur quoi tu t'appuies, à part l'expérience que tu as depuis 3 générations, pour refaire une barquette? Ça fait 60-70 ans qu'on a accès à une trace écrite de relevé d'architecture avec un plan de carène Ouais. en 3 volumes. On a ici... Ça t'aide, ce genre de choses? Ce qu'on voit là-haut ici, ce sont les gabarits, les gabarits de couple Ouais. qui vont servir à reproduire. C'est un petit peu l'ADN d'un bateau D'accord. avec une taille et une largeur bien spécifiques. On ne peut pas, à partir de là, faire tout et n'importe quoi. Donc on a quelque chose de cloné, on va dire ça comme ça, et on peut partir à partir de là pour faire une série de bateaux en bois. Là, on voit par exemple ces petites pièces-là, elles servent à quoi? Plat-bord,
C'est le côté du bateau. Elles vont venir, on rentre dans l'hypertechnique, elles vont venir accueillir les jambettes avec un bordé de pavoirs, avec une liste de pavoirs, des taguets de jambettes. Alors tout ça pour dire qu'il n'y a pas que de l'histoire, mais qu'il y a un vocabulaire qui est associé à ce métier, qui date, qui traîne depuis la nuit des temps. Donc c'est ce qu'il y a de beau aussi, c'est qu'il y a la noblesse des gestes, mais des mots aussi, derrière ce que l'on fait aussi. Outre le savoir-faire, le travail de restauration demande un autre talent, celui de la patience. Une année entière peut s'écouler avant que le bateau ne retourne en mer. Labellisée entreprise du patrimoine vivant en 2008, Denis a le goût de transmettre son amour du métier. Avant que je ne parte et que je te laisse continuer à travailler, je voudrais que tu me parles des associations des pointus de la barquette. Oh. Eh ben ouais, beau projet, ça en perspective. Une histoire à raconter, le nom de l'association Les Pointus de la Barquette, juste pour mettre un petit peu d'accord tout le monde entre ceux qui appellent ça pointu et ceux qui appellent ça barquette, et de se retrouver surtout à travers une activité purement associative, pas professionnelle, dans un chantier naval au bord de l'eau, dans Marseille, et qu'est-ce dans qu'on va un y quartier. Faire, alors On va aussi bien, de façon très ludique, découvrir ce qu'est le métier de charpentier de marine, à travers des petites formations, à but pédagogique. Peut-être pour aussi partager la vie des charpentiers de marine avec eux de temps en temps, et de venir se frotter à cet univers pour le démystifier et lui donner une certaine dimension humaine surtout, et pas que historique, puisqu'on vit toujours de ce métier. C'est ce qui est très important dans cette démarche. Eh bien écoute, je reviendrai prendre des cours un petit peu plus assidûment cette fois-ci. Et on attend plein de gens comme ça. Riche de sa diversité, Marseille est une ville à haute valeur gastronomique. À tel point que l'un de ses quartiers est devenu le ventre de la ville. Accolé à la célèbre Canebière, le quartier de Noailles est principalement connu pour son marché et ses nombreuses boutiques datant pour certaines du siècle dernier. Quartier aristocratique au XVIIIe siècle, Noailles est devenu populaire, un lieu riche d'une culture venue du monde entier. Si vous avez envie d'acheter des bonnes olives, des bonnes épices, il faut venir ici, dans la rue Longue des Capucins. Vous allez voir, il y a plein de choses merveilleuses. Bonjour monsieur. Ah, c'est pas mal ça. Dans ce quartier toujours en mouvement, on y trouve tout ce que l'on veut, tous les jours et à des prix très attractifs. Allez vous y promener surtout le matin, là où les marchands prennent possession des ruelles et des petites places. Un véritable labyrinthe où il fait bon se perdre. Bonjour. Vous êtes Yasmina? On m'a parlé de vos galettes, on m'a dit que c'était les meilleures qui existaient sur Noailles, c'est vrai? Oui, c'est la galette de Noailles. D'accord, c'est des galettes de quoi? De semoule. Oui. Et là, vous les faites cuire dans un plat en terre? Tagine en terre. D'accord, très bien. Et est-ce que je peux goûter? Oui. Super. C'est bon. C'est bon. C'est bon parce qu'en plus c'est chaud, donc c'est croustillant. Voilà. Je vais en prendre une grande. Toujours à l'affût de belles découvertes, je vous ai déniché une épicerie idéale pour les très gourmands. Forte de ses racines dans le milieu de la gastronomie, Julia Samut est une véritable épicurienne. L'amour du bon produit bien fait coule dans ses veines. Intarissable sur chacun des produits qu'elle propose dans sa boutique, elle vous fait voyager au gré de ses découvertes. Un merveilleux métissage culinaire. Je les prends extra fin, hein, c'est mieux. Ah bah oui, je préfère. Et un autre petit truc, parce qu'on n'est pas encore à l'époque de la tomate, et la tomate verte à l'huile d'olive à la niçoise, ça c'est super. Bon alors, donc ici, la boutique, c'est une sorte de caverne d'Ali Baba. Un peu. Hein, on peut dire ça. Tu as imaginé l'épicerie comme un lieu où on va goûter les meilleurs produits. Ce que j'aime le plus. Ce que tu aimes le plus. Ouais. Dis donc, t'en aimes beaucoup quand même. Ouais. Comment tu travailles en fait? Tu vas voir les producteurs, tu vas sur place? Oui, on va dire pour 80% d'entre eux, j'ai rencontré les producteurs, mais c'est surtout un travail de longues années, parce que j'ai rencontré tous ces gens au fil du temps. Et puis ça, c'est le point final en fait. Et dans tes produits coup de cœur, là, qu'est-ce que tu as en ce moment? À part tout ce que tu m'as déjà mis. J'aimerais vraiment te faire goûter, c'est la ricotta sèche sicilienne, que moi j'aime beaucoup avec l'huile d'olive et l'origan sicilien. C'est d'une simplicité sans nom, mais qu'est-ce que c'est bon. J'aime beaucoup les choses très simples, moi, en fait. Très produits bruts, peu transformés, avec un bel assaisonnement. Ça, c'est la cuisine d'ici. Écoute, moi je veux bien qu'on fasse une petite dégustation, parce qu'on peut aussi manger ici. Eh ben oui. Ouais, très bien. Allez.
Pour notre globe-trotteuse de la gastronomie, installer sa petite épicerie à Noailles était donc une évidence. La devise de Julia, donner le meilleur. Ah là là. Et voilà la ricotta. Alors ça, c'est la ricotta semi-sèche. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on appelle ici le Noailles Power. Qu'est-ce que le Noailles Power? Alors, du houmous magique, Mhm. il ne peut être que magique. Et surtout, le pain Kestra qu'on achète rue Longue des Capucins, juste derrière, D'accord. qui est un pain à la semoule et à l'huile d'olive. Et pour nous, c'est très très important de faire cette assiette Noailles Power, ça veut tout dire, non? Oui, on est On d'accord. n'est pas là par hasard C'est du ça. tout. Et on a vraiment besoin de parler des autres. Bon, bah écoute, j'ai plus qu'à goûter. Bon appétit! Merci Julia. Mais par quoi je commence? Je vais commencer par ça, ton Noailles Power. J'y vais comme ça. C'est bien. C'est moelleux. Des petites herbes par-dessus, la petite huile d'olive qui va bien. Ah, super. Quand vous êtes à Noailles, vous devez impérativement venir ici. C'est la plus vieille quincaillerie de France et vous allez voir à l'intérieur, c'est une caverne d'Ali Baba. Moi, j'en suis folle. Créée en 1827, cette maison compte aujourd'hui plus de 50 000 références mises à la disposition des curieux qui cherchent l'objet rare. Ici, vous avez forcément des milliers d'objets dont vous avez forcément besoin. Par exemple, un que j'aime beaucoup pour les œufs coques, le toque-œuf. Pas mal, non? Art culinaire, coutellerie, droguerie, bricolage, jardinage, jeux d'autrefois ou encore art ménager, cette quincaillerie a su traverser les âges tout en se renouvelant sans cesse depuis plus de 200 ans. 7 générations plus tard, c'est au tour de Laurence de préserver l'esprit de la famille empereur si chère aux Marseillais. À travers les archives photographiques de la famille, Laurence ouvre sa boîte à souvenirs pour partager son histoire. Avant l'ouverture prochaine d'un musée dédié à ce patrimoine marseillais, Laurence nous invite dans un lieu particulier, une chambre d'hôte musée. Ah oui, il y a vraiment une... comment dire? C'est une expérience. Hein. C'est ça, c'est une expérience. En tout cas, je vois qu'il y a beaucoup de beaux mobiliers, de beaux objets qui racontent l'histoire de la maison. Voilà, cette génération de quincailliers sur presque maintenant 2 siècles d'expérience. Voilà, 200 ans d'histoire de famille et de métier. Voilà ce qu'on a voulu représenter ici. J'ai trouvé dans la boutique ce journal, Maison Empereur. C'est quoi? C'est un petit livret, un petit guide? Voilà, un petit guide, toutes ces explications et les actions des 7 générations les unes après les autres. D'accord. Donc Voilà. Roger Renaud et son épouse Jeanne, par exemple. Là, ce sont mes parents dans les années 60. Ouais. Voilà, tout est expliqué. Ce sont des binômes. Monsieur et madame ont toujours travaillé ensemble. Comment on vit une aventure comme ça, Laurence? Parce que personnellement, Passionnément, ouais, passionnément, intensément. intensément. On a comme un devoir, mais on le fait bien volontiers. Voilà la chambre. Ah, là où je vais dormir ce soir, donc. Ah, c'est très chaleureux, c'est encore une autre ambiance. Voilà, ils sont tous là. Tous les acteurs de la maison. Ah oui, ouais, ça, ouais. Il manque mes 3 enfants, Mais bientôt ils y seront bientôt, également. j'espère, de tout Donc mon ils cœur. veillent en fait sur les personnes qui viennent ici en fait. C'est un petit peu ça. Voilà les couteaux, la tôle brute, la tôle noire pour la cuisine. Tout ça, ce sont des petits détails qui sont importants. On s'amuse un peu aussi. Non mais c'est bien. Bah, Laurence, merci beaucoup pour cette expérience Merci parce que à c'est vraiment le terme. Donc il faut tester une nuit ici. Merci. Merci Laurence. Le phare de Marseille, c'est elle, notre bonne mère comme on l'appelle ici. Considérée comme la gardienne des marins et des pêcheurs, vous ne pouvez pas venir à Marseille sans lui rendre visite. Située dans le quartier du Roucas-Blanc, la basilique Notre-Dame de la Garde raconte 800 ans d'histoire. L'une de ses particularités, ce sont ses mosaïques réalisées dans la plus pure tradition italienne du XIXe siècle.
Un travail d'orfèvre qui demande des attentions particulières. Lors de sa restauration, la famille Patrizio, mosaïste depuis 3 générations, a redonné son aspect initial à ses œuvres d'art. Un métier venu de l'Antiquité et perpétué par l'une des filles de la famille, Marjorie Hill. Moi, je trouve que tu as un métier vraiment fascinant. Tu vois, en me promenant dans la basilique Notre-Dame de la Garde, je regardais le travail de restauration que vous avez effectué en famille. Mais c'est juste incroyable, quoi. C'est d'une... Enfin bon, c'est merveilleux. Tu as un très, très beau métier, permets-moi de te le dire. Merci. Comment vous travaillez concrètement? Vous partez sur une base précise, comme ce que je vois là? Alors oui, en fait, on fait la méthode indirecte. Donc en fait, le motif est d'abord à l'envers, collé à l'envers sur le papier. D'accord. Donc là, tout ce qu'on voit, c'est ce qui sera après collé dans le ciment-colle ou dans la colle carrelage. Mais quand tu te retrouves avec, par exemple, ceci, et là, il y a une feuille d'or, Oui. Là, c'est du verre. Il faut quand même imaginer le dessin. Je pense Donc, que tout ça, ça aide. Oui, déjà, on a le dessin de base, on pense déjà les coloris à l'avance. Oui. Donc là, par exemple, si on a un dégradé, parce qu'en fait, on a plusieurs nuances dans les ors. Donc du coup, ça, on le prépare avant, en fait, sur le dessin, et on note les nuances pour pas se tromper, quoi, parce qu'une fois que c'est collé, C'est collé. c'est collé, on voit plus. C'est ça. On voit plus la couleur. Si on a deux. Donc après, du coup, en fait, on prend la frise comme ça. On va mettre la colle carrelage, on la colle. Et après, on va passer une éponge mouillée pendant un certain temps pour décoller le papier. Une fois le papier décollé, on fait les joints. D'accord. Et alors, une belle mosaïque, c'est quoi pour toi? Un bon travail, on va dire. On parle de technique et non pas de création. C'est vrai que pour moi, c'est quand il n'y a pas beaucoup de joints, quoi. Donc c'est que c'est assez très serré, que la taille les carreaux sont très proches et que la taille est précise, en fait. Oui, en fait, tout réside sur justement ce petit coup de marteau de marteline. qui permet justement d'avoir cette qualité de mosaïque. Voilà, parce qu'après, on voit même des petits triangles comme ça. Donc, alors, malheureusement, on a choisi du verre qui est le plus dur à tailler. Donc, ce qu'on prend par exemple celui-là, c'est du beurre. Donc voilà, on fait des petits. Ah oui, effectivement, c'est du beurre. Voilà. Si je veux faire la même force avec celui-là, donc celui-là, il faut y aller un peu plus fort. Ça veut dire que le verre, quand tu dis verre, c'est la couleur. La couleur, oui. Mais ça veut dire que c'est quoi? C'est un autre style de marbre? Oui, c'est un marbre qui est dur, qui est très dur. Dur, visiblement. Très, très dur. Mais qui est indispensable. Alors justement, quand vous travaillez les marbres, vous travaillez la couleur, mais donc de ce que je comprends aussi la texture. Oui. Et pourquoi? Disons qu'en fait, malheureusement, c'est la couleur qui fait la dureté, quoi, de la pierre. D'accord. Donc on ne choisit pas, parce que moi je choisirais bien un verre tendre. C'est Ça ça. n'existe Mais pas. non, tu as ça, mais donc ça c'est disons, On a du du verre blanc, vert. très blanc, il se casse très bien, mais c'est du sucre, donc ça éclate. Alors il y a deux aspects. Il y a le travail de la restauration, donc comme Notre-Dame, où là vous devez avoir une charte précise, je suppose. Oui, c'est vrai que la restauration, on doit vraiment se coller à ce qui existe déjà, et que le but c'est qu'on ne voit pas que ça a été restauré. C'est ça. Donc, je te confirme, on ne voit pas. C'est parfait. Tant mieux. C'est parfait. Mais bon, c'est vrai que du coup, on est coincé, quoi. On n'a pas du tout de création, donc c'est vrai que c'est un peu frustrant pour un mosaïste. Donc, heureusement, on fait aussi de la création. Moi, j'aimerais qu'on retourne à l'entrée de la boutique, parce que j'ai vu des choses qui m'ont attrapé l'œil. Et ça, ce sont tes créations, et je voudrais bien qu'on en parle. Loin du loisir créatif, mosaïste est un métier d'art où se mêlent rigueur, connaissances historiques, techniques précises et talent bien sûr. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer vraiment quelque chose qui sort de notre imagination et puis de faire un mélange de matériaux aussi. Ouais. Donc là, par exemple, sur le bélier, j'ai mis des perles en métal, des billes de verre et puis après du marbre, du fil de fer. C'est vrai que j'aime bien aussi ajouter des matières de récupération aussi. Mais ce qui est étonnant, c'est la 3 dimensions. Parce que la mosaïque, c'est à plat, en théorie. Mais là, d'un seul coup, tu rajoutes une donnée supplémentaire. Des fois, c'est plus compliqué parce qu'on a évidemment un mouvement dans ce sens-là à faire, mais il y a aussi un bombé en dessous. Ouais. Donc, il faut tailler aussi les carreaux d'une certaine manière pour qu'on n'ait pas un joint énorme, quoi. Tu te rajoutes une contrainte supplémentaire. Oui, c'est ça. Mais c'est bien, c'est ça les artistes. Ouais. Bon.
Mais écoute, je vais réfléchir, moi, à ce que je pourrais avoir chez moi, dans mon salon, et puis je reviendrai te voir, peut-être avoir un autre bébé. Merci, Marjorie. Aux portes de la ville se trouve le premier parc national périurbain terrestre et marin d'Europe. Le parc national des Calanques s'étend sur 52 000 hectares, allant de Marseille à La Ciotat. Un magnifique terrain de jeu pour tous les amoureux de la nature, randonneurs chevronnés ou promeneurs du dimanche. Ici, les paysages sont à vous couper le souffle. Grâce à la présence d'un parc comme celui-ci, la biodiversité est devenue exceptionnelle. Mais pour la préserver, il faut comprendre notre environnement. C'est donc à Luminy, à la porte des Calanques, que je rejoins Florian Launette de l'association Terra Nostrum pour nous parler du projet Éducalanques. Ce projet, Éducalanques, c'était quoi l'idée? L'idée, c'est le Parc national des Calanques a souhaité donner un outil aux enseignants pour qu'ils puissent accompagner leurs élèves dans différents endroits du parc, et en l'occurrence à Luminy, dans le domaine de Luminy. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un guide de balade pédagogique, ludique, qui raconte voilà, l'histoire de Luminy et du domaine de Luminy jusqu'au belvédère de Sugiton. Donc tu veux dire que ce petit livret permet, en l'occurrence aux enfants, d'appréhender au mieux leur environnement? C'est ça, oui. C'est un objet qui est pédagogique, simple d'accès. Oui. Comme tu le vois. Moi, ça me va bien. Je pense que pour moi, c'est parfait. Voilà, qui est rempli d'aquarelles et puis de photos et puis de textes pondus par Megan Chen, qui est mon sidekick, ma partenaire. C'est ça, voilà. Ton binôme. Mon binôme. Et l'idée, c'est vraiment voilà, que les enfants puissent faire une courte balade dans cet endroit exceptionnel qu'est le Parc national des Calanques, et pouvoir voilà, découvrir des choses simples, parce que dans ce livre, il n'y a que des choses simples. Bon, et écoute, on va donc se promener sur plusieurs kilomètres. On va découvrir des chênes majestueux comme celui-ci, et puis plein d'autres magnifiques choses. Et on continue? On a un petit peu de marche quand même aujourd'hui, juste ce qu'il faut. Oups là, on tombe déjà. Si vous êtes attentif et un peu patient, au détour du chemin, vous pourrez apprécier la variété et l'abondance de ce massif. Le parc compte 140 espèces terrestres, animales et végétales et abrite des écosystèmes uniques et riches. C'est absolument somptueux ce paysage. T'as la mer, t'as la pinette, t'as la garrigue, mais tout ça, ça raconte une histoire. Et moi, je voudrais, à travers ce petit livre, que tu me donnes des points d'éléments, que je comprenne un petit peu l'évolution du temps ici. Ben oui, Luminy, c'est un voyage dans le temps. Et la garrigue, c'est une création purement humaine, la garrigue. D'accord. Et oui, depuis le néolithique, il faut imaginer ici des hommes venir ici faire paître leurs animaux, leurs moutons, les chèvres, et mettre le feu aussi, puisque finalement la garrigue, c'est le mariage à la fois des animaux et du feu. Mais c'est pas du tout négatif, au contraire, la garrigue, c'est un milieu très très riche, énormément riche en des biodiversités. Et ça, c'est vraiment une spécificité de notre territoire, du parc, voilà, que d'avoir à la fois des plantes basses, des super plantes, puisqu'elles survivent au feu, et puis de voir des pins, des falaises, des rochers. Voilà. Il y a un milieu qui est extraordinairement riche ici. Alors ce fameux pin d'Alep, qui est le plus vieux, on va dire, sur le territoire, il pousse n'importe où, facilement. Oui, il repousse facilement après, justement, après ces fameux incendies. Oui. Mais il est on va dire, le troisième dans l'évolution de cette zone, qui passe de la pelouse à la garrigue, à la jeune pinède, puis ensuite, comme on l'a vu, à la chênaie, quoi. Un carnet comme celui-ci, où on le trouve, qui on appelle? Le parc, vous? Le parc en premier, et puis ils peuvent contacter l'association, bien entendu, Terra Nostrum, sur le mail découvre-ta-nature@gmail.com. Et voilà, et ils peuvent nous demander, c'est gratuit, parce que le but de ce parce que projet, c'est ça, c'est que c'est gratuit en plus. C'est gratuit. C'est gratuit grâce à l'aide, bien entendu, de partenaires. Bien sûr, mais oui, c'est gratuit. L'idée, c'était vraiment de mettre de la connaissance facile et accessible aux enfants, quoi. Alors, le parc, certes, a une réglementation particulière, mais gardez bien en mémoire que c'est pour pouvoir préserver
tout ça. Le parc aide à comprendre, donne des clés et bientôt il y aura une application smartphone en 2018 où vous pourrez vous promener et comprendre tout ce qu'on est en train de se raconter parce que tu me racontes qu'une petite partie. Une infime partie, ouais. Bon, on continue la balade volontiers. Parce que le belvédère il est là-bas. C'est reparti. Allez, go! À travers cette balade naturaliste, les enfants de 8 à 14 ans seront sensibilisés à leur environnement et à travers la beauté d'un lieu comme celui-ci, nous pourrons souhaiter que les générations futures le protègent.